Salut, mes très chers amis, je pense que vous allez très bien. Euh, ça va aussi ici. Aujourd'hui, c'est vraiment, ce serait une vidéo qui est très importante. Je voulais pas, vous savez, c'est un sujet que je voulais pas rentrer dedans, mais au fur et à mesure, le temps passe, j'ai trouvé nécessaire de donner mon point de vue. Vous savez, en Afrique, on est beaucoup guidé par l'émotion. L'émotion qui fait de telle sorte que même s'il y a une vérité qui est là, tout le monde a peur d'en parler. Chacun se dit, bon, je ne vais pas parler tout simplement, je ne vais pas avoir de problème. Et c'est en ça qui fait de telle sorte que les problèmes s'accumulent et ça devient un gros problème où un jour on se lève, on ne peut plus résoudre ce problème-là. Ce que je vais parler, comme vous le savez, c'est un sujet qui a été vraiment débattu dans la toile. Je vais juste donner ma contribution, ma manière de voir les choses et aussi, bon, voilà, donner mon analyse critique. Il s'agit des problèmes récents où vous voyez que bon, beaucoup de gens sont en train d'accuser, souvent avec des preuves, hein. Souvent d'autres amènent certaines choses sans preuve. Voilà, beaucoup parlent d'Alassane Dramane Ouattara en tant que un leader, un président d'une nation, de la Côte d'Ivoire, qui est à l'origine de la déstabilisation de la sous-région ouest africaine. C'est-à-dire quand on dit la sous-région, c'est les pays qui sont comme le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Ghana et beaucoup d'autres pays qui sont dans cet espace-là. Bon, et cet espace, la plupart, c'est composé des colonies françaises. Voilà, il faut le voir comme ça. Bon, c'est comme je l'ai dit, ces genres de débats sont des débats très sensibles. Et lorsque c'est sensible comme ça, il faut parler avec des preuves. Il ne faut pas venir juste parler comme certains activistes, juste lancer les mots dans l'air et puis repartir. C'est très important de faire le constat. Il existe certains faits. Ce qui se passe entre le Mali et la Côte d'Ivoire, ça c'est le dernier fait qui date de quelques semaines où 49 militaires ivoiriens sont rentrés dans le territoire malien sans autorisation et aussi leur entrée n'était pas consignée par l'ONU, les Nations Unies, et la MINUSMA aussi. Bon, mais entre-temps, il y avait des problèmes. Bon, la MINUSMA sous l'égide de l'autre français là était en train de vouloir juste manipuler la chose, mais bon, quand l'ONU a parlé depuis New York, bon, je pense que ça a beaucoup clarifié les choses. Il est important de comprendre que ce qui était en train de passer au Mali là, ce n'était pas quelque chose de bon du tout. Puisque quand vous remarquez le temps et le moment précis que ces soldats ivoiriens là sont arrivés, c'est pas du hasard. Ces gens-là sont arrivés juste après l'ouverture des frontières de la CEDEAO. Puisque la CEDEAO avait sanctionné le Mali, tout le monde est au courant de ça. Et entre-temps, il y avait certains chefs d'État, bon, au début, il y avait certains chefs d'État vraiment qui étaient catégoriques, tel que le président du Niger, Bazoum, et puis le président ivoirien, le président ghanéen aussi. Les trois là, ils ont été les architectes qui ont taillé les décisions de sanctions du peuple malien, du peuple africain. Après ça, il y avait des présidents qui passaient presque dans tous les médias, que ce soit les médias internationaux, voilà, pour parler de ces sanctions-là comme étant une fierté. Et ce président-là, c'est le président ivoirien. Puisqu'il avait fait un tour à Paris. Après Paris, il est allé en Belgique sous
les meetings de l'Union européenne là, et il a parlé du cas du Mali, qu'il faut vraiment continuer à sanctionner ce pays. Un pays frère et un noir qui est prêt d'aller auprès des blancs pour dire aux blancs, il faut qu'on continue à sanctionner ce pays-là. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas du tout. Et même à Paris, il a un peu fait quelques communiqués qui ont un peu parlé de ça. Et c'est vraiment grave, c'est vraiment dommage. Bon, et quand ils ont voulu enlever les sanctions là, la Côte d'Ivoire était le premier pays à être à la devanture d'enlever les sanctions. C'est-à-dire, ce pays-là était précis encore. Lui qui a été l'architecte de ces sanctions-là, c'est le même pays encore qui est venu être à la tête et faire de telles sortes qui n'ont qu'à enlever les sanctions-là vite vite. Puisque entre-temps, le Mali était devenu résilient. Quand on dit résilient, c'est-à-dire être confortable avec ce que tu as. C'est-à-dire après, avec les sanctions, le Mali avait déjà trouvé une certaine stabilité avec son état actuel. Et le Mali était en train de vivre dans son autarcie, ce qu'ils appellent autarcie, vivre avec les moyens qu'on a, les ressources qu'on a. Le Mali avait commencé à s'habituer avec ces sanctions-là. Bon, mais maintenant, pour faire rentrer des gens qui peuvent vraiment bousculer la situation, puisque Assimi Goïta, sans vous mentir, les gars veulent vraiment se présenter au président, il veut se présenter. Si ce n'est pas lui, ce serait Goïta, et ce serait l'autre là, Maïga. Si ce n'est pas Assimi Goïta, ce serait Maïga. Entre les deux là, en tout cas, un sera candidat à la présidence. Voilà. Mais maintenant, pour éviter ça, Alassane Dramane Ouattara était en train de voir que s'ils avaient laissé ces sanctions-là perdurer, ce que les messieurs allaient faire, ce qu'il allait faire. Voilà. Puisqu'il avait déjà pris la résolution unilatérale, après qu'ils n'ont pas trouvé solution avec ces sanctions-là, les messieurs avaient déjà trouvé une solution unilatérale pour avancer sans la CEDEAO. Donc, le monsieur a vu que les détracteurs du Mali ont vu que non, il fallait renverser la donne, il fallait changer de situation, c'est-à-dire enlever les sanctions et puis maintenant pousser un grand désordre au Mali. Voilà, pour pouvoir sauter. En tout cas, parmi un des gars là, Goïta ou bien Assimi Goïta ou bien Maïga. Alors, il fallait sauter Maïga ou bien il fallait sauter Assimi Goïta. Parmi les deux là, en tout cas, il fallait sauter un. Et quand ça a été comme ça, avec la fermeture des frontières, la mission allait être très très compliquée. Surtout pour les militaires ivoiriens de pénétrer ces zones qui sont très fermées hermétiquement. Ça allait être très très compliqué. Donc qu'est-ce qu'ils allaient faire? Il fallait d'abord ôter les sanctions là. Alors une fois que les sanctions là sont ôtées, les frontières sont ouvertes, maintenant on a introduit ces gens-là. C'est vrai, les gens parlent de rotation, bon, mais comme vous le constatez, l'ONU dit qu'il n'a même pas eu, une liste sur cette rotation. Donc, vous voyez que les gars là rentraient au Mali, ils sortaient comme ils voulaient, et les gens criaient chaque fois insécurité, insécurité, alors qu'il y a des gens qui rentraient dans le pays et puis sortir, sans que même les organismes, au nom de l'ONU, et personne n'était au courant. Même l'ONU n'était pas au courant. Vous voyez comment c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. C'est-à-dire on fait rentrer des militaires avec des armes lourdes. Même ces armes-là ne sont pas reconnues par les Nations Unies. Dans un territoire. Et on les fait sortir sans qu'on vienne au nom de l'ONU. Mais ce qu'on fait dedans, la personne ne sait. Ouais. Et pendant ce temps, vous entendez, ils ont attaqué la base militaire, tant au temps, il y a des dégâts qui se passent par-ci et par-là. Personne ne sait exactement. Donc d'une part, c'est vraiment difficile à Ado de pouvoir défendre cette thèse-là qui n'est pas derrière la déstabilisation du Mali. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'hébergement des opposants maliens. Des opposants maliens avec aussi les fils Ibeka, les fils de père à son âme, du fait ancien président du Mali. Alassane Dramane Ouattara les a hébergés au Mali.
Et même entre-temps, il y a un parmi eux qui s'était surtout proclamé président du Mali depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un cas extrêmement très grave. C'est un cas vraiment très grave. Alors que quelqu'un ne peut pas venir dans ton pays et surtout proclamer qu'il est le pays d'un autre pays. Ça, en termes diplomatiques, c'est une faute très grave. Pour que la personne puisse dire ça, il faut qu'il ait l'autorisation du pays host, du pays qui l'héberge. Donc ça veut dire, d'une part, il y avait une complicité entre ces opposants-là, puisque ces opposants-là bénéficiaient des escortes militaires, des escortes de la police et de la gendarmerie de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il n'y avait pas d'implication, d'ingérence, je ne pense pas que la Côte d'Ivoire allait autoriser ses autorités, de la police ou bien de la gendarmerie, d'escorter officiellement les opposants maliens. C'est la même chose que l'autre là, les fils là. Puisque les fils lui-même, il traitait avec Ahmed Bakayoko. C'était des barons. Et les gens même ont confirmé ça que c'était des barons de drogue. C'est eux qui faisaient circuler la drogue là dans la sous-région. Les fils de Ibeka là. Oh mon Dieu. Ah, c'est des grands barons de drogue. Oui. Donc bon, c'est les gens qui ont, c'est les faits. Ça, c'est pas comme quelqu'un qui m'a dit, ou bien c'est rentré sorti. Il y a des dossiers qui sont sortis sur lui. Après juste la mort d'Ahmed Bakayoko, il y a des dossiers qui sont sortis disant qu'il réclamait son argent, que Ahmed avait gardé son argent quelque part qu'il ne savait pas. Il est allé demander à la femme d'Ahmed s'il a une idée, c'est ça. La femme l'a dit non. Donc, ça c'est un deuxième exemple qui montre l'implication de la Côte d'Ivoire sur la déstabilisation d'un pays frère, qui est le Mali. Troisième implication, mais ça c'est pas du côté du Mali, ça c'est dans un pays qui fait frontière avec la Côte d'Ivoire, le Libéria. Même chose, il y a eu des problèmes aussi là-bas entre le Libéria et puis la Côte d'Ivoire, sous Alassane Dramane Ouattara. Ouais. Et puis, en dehors de Libéria, on rentre maintenant au Burkina. Vous savez qu'après le départ de Blaise Compaoré, et je vais vous dire, ce même Blaise Compaoré-là a été hébergé par Alassane Dramane Ouattara. Et le même Blaise Compaoré, ce qui fait qu'il y a l'insécurité au Burkina, c'est qu'il avait signé des gages avec les terroristes, les organisations là. Il avait signé des gages avec eux. Donc une fois qu'il n'est pas au pouvoir, là, donc ces terroristes là sont revenus pour réclamer leur part avec l'ancien ex-président qui est parti par force. Ils ne se sont pas entendus. Donc qu'est-ce que ces gens-là allaient faire? C'est pour cela qu'ils ont commencé à créer des bruits par-ci et par-là, et l'insécurité par-ci et par-là, au Burkina. Donc d'une part, quand la population a chassé Blaise Compaoré là, il a eu directement accueilli en Côte d'Ivoire, sous Alassane Dramane Ouattara. Et même, il a été impliqué juridiquement, mais il refuse de venir. Alassane Dramane Ouattara lui a donné une nationalité ivoirienne. Vous voyez? Il lui a donné la nationalité ivoirienne pour échapper à la justice burkinabé. Ça, c'est une troisième implication, ou quatrième implication. Cinquième implication, c'est quand les militaires ont fait un putsch au Burkina Faso, sur la transition burkinabé. Il y avait un général qu'on appelle général Djendjéré. Il a reçu une grosse somme de la part de la Côte d'Ivoire, des autorités ivoiriennes. Voilà, il a reçu une grosse somme pour pouvoir maintenir, il fallait maintenir les militaires à aimer ces coups d'État, à vraiment supporter ces coups d'État. Et qui dit maintenir, c'est l'argent. Il fallait de l'argent pour les corrompre, pour donner aux militaires et pour qu'ils puissent vraiment apaiser la situation. Mais ils ont dit qu'il y a une valise qui a quitté depuis Abidjan. Des valises, hein, c'est même pas une valise. Des valises qui ont quitté depuis Abidjan pour venir donner à Djendjéré, pour qu'il puisse calmer la situation. Mais est-ce que ces valises-là pouvaient quitter sans l'autorisation des autorités ivoiriennes? Non. Ces valises-là ne pouvaient pas quitter sans l'avis des autorités ivoiriennes. Donc, ça veut dire qu'il y a l'une des plus grandes autorités qui a donné son feu vert pour qu'on puisse envoyer ça. Et c'est qui est la plus grande autorité de la Côte d'Ivoire? C'est le président. Ouais. Donc,
Ça, c'est des cas. Et ces cas-là nous interpellent tous. Ces cas nous disent quelque chose, ces cas sont en train de nous dire quelque chose que non, ces messieurs-là, une personne peut t'accuser, deux personnes peuvent t'accuser, trois personnes peuvent t'accuser, quatre personnes peuvent t'accuser, cinq personnes peuvent t'accuser, sixième personne, on commence à dire, hey, les messieurs-là, c'est qu'il n'y a pas une vérité dedans. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose qui cloche. Si tout le monde est en train de t'accuser, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. S'il y a plusieurs personnes qui t'accusent sur un seul problème, c'est qu'il y a un problème. Vous voyez, c'est qu'il y a un problème. Mais ici, lorsqu'il y a ces problèmes-là, dans la sous-région, et qu'il y a des gens qui sont là en train de déstabiliser des pays frères, c'est-à-dire enlever la vie humaine. Des propres noirs. Un noir s'asseoir quelque part parce qu'il pense que lui il a l'argent, ou bien lui il peut faire un sale boulot des blancs, et il part ôter la vie des autres noirs. Ah, c'est grave, hein? C'est vraiment grave. C'est difficile à regarder, c'est difficile à entendre et c'est difficile aussi à concevoir. Bon, mais avant de faire une fermeture sur cette analyse, il faut d'abord regarder comment est-ce que Alassane Dramane Ouattara est venu au pouvoir. Le bombardement du palais présidentiel de Laurent Gbagbo par les forces françaises. Ces bombardements-là ne pouvaient pas se passer sans des accords. Il fallait signer des accords. C'est-à-dire, si on veut bien comprendre là, les Français là, ont forcé Alassane Dramane Ouattara à signer certains accords pour qu'ils puissent aller bombarder le palais présidentiel sous couvert de l'ONU. Oui. Donc, une fois qu'ils ont fait ça là, ils ont dit aux gars, tout ce qu'on va te dire de faire là, il faut faire ça. Donc, actuellement, ce qu'il faut comprendre là, c'est le cas Alassane Dramane Ouattara. Peut-être c'est même pas, bon, c'est pas qu'il fait ça à son propre gré, mais il fait ça tout simplement parce que lui-même là, s'il fait pas ça, on risque de le liquider, il a peur. Donc lui-même, puisqu'on lui a contraint, on lui a mis des chaînes, et il peut pas faire. Vous voyez, il peut même pas contester. Si on lui dit, vas-y faire ça, il va courir aller faire ça. C'est pour cela que vous voyez que les décisions qu'ils prennent visent pour juste déstabiliser les économies africaines, déstabiliser les pays frères. Vous voyez que c'est un normal. Quelqu'un qui veut vraiment du bien de son propre frère va oser faire ça. C'est difficile. Et les pièges se ferment lentement sur lui. Actuellement, les pièges se ferment lentement sur lui. C'était difficile au début, même nous tous qui étions avec lui là, moi je pensais vraiment que bon, les gens aussi exagéraient à l'accuser beaucoup. Mais actuellement, c'est trop, c'est trop. Regardez l'affaire du franc CFA. C'est la même chose. Quand on parle de déstabilisation, c'est même ça. On amène un projet de franc CFA dans la sous-région. La seule personne qui est allée en France a mené Macron, même chez lui à Abidjan, pour venir juste jouer au théâtre et retarder le processus de lancement de ECO à Abuja, au Nigeria. C'était qui? C'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui a fait ça. Bon, si quelqu'un est comme ça, est-ce que la personne soucie même de vos vies? La personne, mais est-ce qu'il vous regarde comme vous êtes des êtres humains? C'est difficile. C'est difficile. Vraiment, je sais pas, hein, je sais pas. Comme ça, les gens qui font ces genre de trucs là, souvent ils terminent mal, hein, sans vous mentir. Parce que la nature a horreur du vide. La nature a horreur de ces trucs où vous avez soumis, il y a des pertes d'humains. Hein. Les gens sont morts en Côte d'Ivoire, les gens sont morts au Mali, les gens sont morts au Burkina à cause de ces mêmes messieurs-là. C'est d'une part vraiment, il faut revoir, il faut revoir. Vraiment, je pense, à son âge là, je pense que c'est le moment de demander pardon sur certaines choses qui sont passées dans l'ombre, tapis dans l'ombre, il faut vraiment demander pardon à son âge là. Puis en plus de 20 ans de son âge là, il n'est plus là sur cette terre. Alors, nous tous on grandit, arrivé à un certain moment, on meurt. Mais il faut poser des bons actes sur cette terre là. Pour que si ton heure de mort sonne là,
tu puisses te dire, ouais, je suis prêt à partir. Tu pars en paix. Sinon, là, au fur et à mesure que vous versez du sang, là, au fur et à mesure que vous versez le sang, là, hein, la dernière minute de votre mort, quand ça va sonner, c'est pas bon du tout. Vous pouvez prendre des sales décisions. Vous pouvez prendre des décisions qui vont faire des choses qui vont tuer des gens. Des décisions qui vont tuer des gens. Des innocents. Qui ne cherchent juste pour vivre. Vous pouvez faire ça. Et puis juste aller à la maison, aller boire votre whisky, votre vin, et votre quoi encore, je ne sais pas. Et puis, pour que votre conscience puisse dormir tranquillement, vous pouvez continuer à jouer ces jeux-là. Mais les jours que vous allez mourir, votre corps là n'aura pas cette force-là d'aller boire whisky encore. Ce serait entre vous. La décision, c'est tout ce que vous avez fait sur cette terre-là. C'est le jugement qui sera entre vous, votre âme, votre esprit. Personne ne sera là-bas. Pour juste vous donner une cigarette à fumer pour oublier, pour juste vous donner une bière à siroquer, ou bien un whisky à siroquer, pour pouvoir oublier tout ce que vous avez commis comme mal. Alors que vous prenez de l'argent, vous bouffez sur le dos des innocents, les sangs en train de couler, et ça ne vous suffit pas. Ah, monsieur, c'est la mort, quand le temps va venir, ce ne serait pas bon. Hein? Ce ne serait pas bon, moi je vous dis, ce ne serait pas bon. Bon, maintenant, cette vidéo, on ne va pas aller très loin. Donc c'est pour dire que abonnez-vous d'abord. Je vais prendre pause pour dire ça. Abonnez-vous. Regardez sur à gauche ou bien à droite de la vidéo. Vous allez voir un lien. Vous allez voir quelque chose en rouge là. Où c'est écrit abonner. Cliquez abonner pour qu'on puisse ensemble réfléchir. Bon, ça c'était selon mon analyse. Personnellement, Alassane, je l'avais aimé en tant que quelqu'un bâtisseur qui fait vraiment beaucoup pour son pays. Mais s'il faut déstabiliser les autres pays, parce que vous n'aimez pas les dirigeants, vous n'aimez pas ça, ou bien vous voulez tout garder, c'est qu'il y a un problème. Et cette déstabilisation-là, c'est causer la mort des innocents. Leur sang coule et leurs envois vous réclamer des dues, ça c'est clair. Donc c'est comme ça. Abonnez-vous massivement pour que le message puisse passer. Partagez, abonnez-vous massivement. C'est très important. Si vous vous abonnez, ça donne la chance aux autres aussi de voir la vidéo. Alors pour qu'on ne reste pas seulement sur la même vidéo. Maintenant, je vais finir pour dire que les pièges en train de s'enfermer doucement sur Alassane Draman Ouattara. Il va arriver un moment où tous les Africains vont se rebeller, vont dire, hey, toi là, c'est toi qui déstabilise tous les pays, tous ces pays-là. Les gens vont se révolter. Et lorsque les gens vont se révolter, tout le monde va t'accueillir pour rien. Il sera obligé, bon, d'abandonner son poste et maintenant passer au jour qui lui reste sur cette terre. Oui. Donc je vais arrêter cette vidéo. Donc merci et bye bye.